Benoît Peeters est à la fois écrivain, scénariste, biographe, critique et même éditeur, à la tête ici en Belgique des Impressions Nouvelles. On le connaît aussi à travers sa passion pour Tintin. Bonsoir Benoît Peeters. Bonsoir. On a une drôle d'impression, Benoît Peeters, je ne vous cache pas, quand on se penche sur votre vie, au premier regard en tout cas, on voit allez, de la littérature, de la philosophie, du cinéma, de la bande dessinée, je l'ai dit. On a parfois l'impression de quelque chose d'un peu dispersé. Et en fait, pas du tout. On se rend compte que ce qui lie tout ça, c'est le récit. J'ai l'impression que votre passion première, c'est le récit sous toutes les formes, non? Oui, c'est vrai que ça court à travers tout, les récits des autres, les récits que je peux faire. J'aime raconter, et je crois que parfois, même dans des situations qui ne sont pas directement celles d'un livre, même une exposition, par exemple, on peut raconter Oui. quelque chose, on peut emmener les gens dans une histoire, dans un parcours. Mais au fond, j'ai toujours eu de la diversité dans mes goûts. Et je suis resté fidèle à cette diversité. Je n'ai pas voulu choisir. Il y a des gens qui sont purement romanciers, purement cinéastes, purement hommes de théâtre. Moi, j'ai l'impression que ça ne m'aurait pas convenu. J'aime la collaboration, j'aime la diversité, j'aime le changement, j'aime continuer à apprendre. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir en faire un métier, un drôle de métier d'ailleurs, parce que j'aurais du mal à On ne sait coller pas un vous seul mettre dans mot. un tiroir, en fait. On est un peu embêté avec vous. On voudrait vous mettre dans tel rayonnage, on n'y arrive pas. Mais Ça vous amuse, non? qui a envie d'être vraiment dans un tiroir, dans un casier, dans un rayonnage? Je crois qu'au fond, chacun de nous, souvent les gens qui ont un métier, par exemple, n'aimeraient pas être réduits à leur métier. Bien sûr. Ils peuvent avoir d'autres passions, d'autres goûts. Moi, je n'ai pas un métier au sens strict, donc j'ai encore moins un tiroir que les autres. Finalement, les seules limites, c'est celle de sa propre imagination, de son propre talent. Il y a des moments où on aimerait pouvoir faire quelque chose de plus et on n'y arrive pas. On aimerait sortir de soi-même, on n'y arrive pas. Mais ça ne dépend que de ce qu'on est. On reste quand même autour du récit. Vous vous souvenez de votre première émotion de récit? J'aurais du mal à dire que ce n'est pas Tintin. C'est quand même les souvenirs de lecture parmi les plus forts de mon enfance. Et je dirais, avant même la lecture, j'ai des images très précises de Tintin au Tibet qui me reviennent. C'était un album qui me fascinait et qui me faisait peur, que j'ai eu tout petit. J'ai l'impression de l'avoir parcouru, regardé, avant de l'avoir lu. Et je me souviens que très tôt, et pour plusieurs Tintins, je tournais des pages très vite parce qu'elles me faisaient peur. Il y a notamment dans Tintin au Tibet une scène saisissante où il y a le feu de la Saint-Elme. C'est des éclairs qui se mettent tout autour du piolet du capitaine Haddock qui est en train de gravir la montagne. Eh bien, c'est pas en fait une chose terrible, mais ça me faisait peur. Évidemment, le moment où le Yéti sort de la grotte et bouscule le capitaine Haddock qui allait prendre une photo, c'est aussi, mais il y a beaucoup d'autres images comme ça de Tintin. Et ce mélange de passion, de frayeur et peut-être d'incompréhension fait que c'est resté une passion durable. Je l'ai lu tôt, j'ai continué à le lire tôt. Bien sûr, très vite, je me suis mis à lire toutes sortes d'autres choses. On va bien sûr parler d'Hergé parce que c'est une des grandes rencontres de votre vie, on l'a compris, une des grandes passions. Il y en a d'autres parce que c'est vrai qu'il y a de temps en temps comme ça des phénomènes de grand écart, vous allez nous expliquer. En même temps, vous êtes un fou de fiction. J'ai l'impression que vous faites partie de ces intellectuels qui... On ne vous entend pas beaucoup sur l'actualité, sur la non-fiction. Est-ce que le monde qui vous entoure vous intéresse? Est-ce que vous avez envie d'écrire dessus? Je n'ai pas envie de donner mon avis à tort et à travers. Quand je connais un sujet, quand je m'y intéresse, quand j'ai travaillé dessus, par exemple, ça a été le cas pour certaines questions concernant Bruxelles, l'urbanisme, l'architecture. Avec François Skeuten, nous n'avons pas hésité à intervenir. Récemment, j'ai donné une longue interview, par exemple, à un numéro de la revue Esprit sur la question de l'ironie. Est-ce que parfois l'ironie va trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de manie de l'ironie qui décrédibiliserait le monde réel? C'est des genres de sujets qui m'intéressent parce que j'ai l'impression d'avoir travaillé dessus. Mais intervenir sur, je ne sais pas moi, la Syrie, la crise économique, etc. Il y en a qui le font. J'ai l'impression parfois que c'est un peu vain et qu'on fait appel aux gens parce qu'ils ont une notoriété dans un domaine, mais qu'au fond, en sortant de leur champ de compétences, quelquefois, ce qu'ils ont à dire n'est pas plus intéressant que l'homme de la rue, la femme de la rue. Voilà. Et donc, il ne faut pas abuser de la petite compétence qu'on peut avoir pour dispenser des avis sur tout et n'importe quoi. Je trouve qu'il faut travailler. Moi, je crois beaucoup à la vertu de la rigueur. Un scénario de bande dessinée, ça ne se fait pas n'importe comment. Du travail d'édition, dont je m'occupe aussi, c'est quelque chose qui appelle du sérieux. Et dans chaque domaine que j'ai abordé, j'ai essayé de le faire avec rigueur. Alors bon, de temps en temps, on ne peut pas s'empêcher de donner son avis. Même ici, je suis en train, avec vous, de parler de choses et d'autres. Mais mes opinions de citoyen, et j'en ai parfois
je ne les sens pas assez solides Ouais. pour les communiquer ou tenter de les imposer à qui que ce soit. Ça peut être une forme d'humilité aussi. Je crois que c'est parfois nécessaire. Ouais. Il y a eu une époque où l'écrivain, l'intellectuel était considéré comme ayant un avis sur tout, puis c'est devenu le scientifique, le médecin, aujourd'hui les stars de télé-réalité, de la chanson, etc., qui peuvent être des personnes tout à fait agréables sur leur terrain, mais qui n'ont pas nécessairement sur l'état du monde Un avis précis un avis qu'on a éclairant. éclairant, tout à fait. Éclairant, Ouais, parce que ouais. c'est pas seulement la question Ouais. d'être éclairé, c'est d'être éclairant Ouais, pour les autres, ouais. au fond, d'arrêter le bavardage et le micro-trottoir généralisé, fut-il avec du name dropping. Il y a trop de bavardage selon vous Oui, aujourd'hui? oui, je crois qu'il y a beaucoup de bavardage. Souvent, on a envie de retrouver une analyse qui ait du sens, qui soit porteuse de durée, de réflexion. Pas balancer un avis sur ceci, cela, j'aime un tel, la révolution dans tel pays, il faudrait faire ci, faire ça. Vous êtes dans beaucoup de domaines, je l'ai dit, cinéma, bande dessinée, etc. Votre rapport à Internet, c'est quoi? Puisqu'on parle un peu de bavardage, de picorage, il y a beaucoup de gens qui tweetent, etc. En ce moment, c'est la grande mode. Vous en êtes où, vous, par rapport à ça? Je suis un grand utilisateur d'Internet dans mon travail. Je ne dédaigne pas, je ne méprise pas du tout les réseaux sociaux qui, je pense, sont parfois très très intéressants. Maintenant, bon, ça peut devenir addictif, ça peut devenir vain, ça peut Ouais. aussi être une généralisation du café du commerce. Mais je ne suis certainement pas contre les nouvelles technologies. Et par exemple, sur le plan de la création, avec Françoise Kuyten, on a eu un des premiers sites d'auteurs au début de notre travail, enfin au début du moment où Internet collaboration. le permettait. Oui. Donc en 1996, on avait commencé un site assez riche, une sorte de labyrinthe multimédia. Aujourd'hui, il y a d'autres choses qui se font dans cette direction. Pour le travail des impressions nouvelles, on a un site qui est extrêmement mis à jour. Et je dois dire que moi-même, quand je fais un travail de recherche, même un travail biographique, je suis épaté de la masse de choses que l'on y trouve. Donc je ne suis pas du tout, de ce point de vue-là, un pur et dur du livre, mais je n'ai pas non plus le sentiment que les nouvelles technologies règlent tout. Par exemple, on parle très souvent aujourd'hui du livre numérique. Ouais. Il faut bien dire que la réalité du livre aujourd'hui, ça reste une réalité de papier, que le livre numérique, c'est à peu près 1% du marché du livre, et qu'il ne faudrait pas que ce mirage de modernité nous détourne Ouais, des vraies questions et des vrais enjeux. Ouais, 1% en Belgique ou en France. Hein. Vous 1% m'appelez en Belgique aux ou en États-Unis, France, c'est pas aux autre chose. États-Unis. D'accord. Mais- Mais aujourd'hui, dans le monde francophone, Ouais. c'est de l'ordre d'1%. Ça sera peut-être 2, 3, 4% dans quelques années. Mais la réalité du métier, la réalité de la lecture, ça reste quand même principalement le papier. Donc il ne faut pas que, sous prétexte de modernité, du goût du jour, d'être à la page, comme Ouais. on dit, en oubliant justement Oui. les pages réelles, on fonce, on se précipite là-dessus. Quelquefois, je suis frappé même du côté des pouvoirs publics, par exemple, de voir que ça excite beaucoup plus de lancer un projet de réflexion sur les nouvelles technologies que de faire un travail de terrain concret, ici et maintenant. Pour revenir à la fiction, et à contrario avec tout ce qu'on a dit, est-ce que la fiction, est-ce que le Tintin du petit Benoît dans sa chambre à Paris dans les années 60, est-ce que c'est pas un refuge aussi? Est-ce que c'est pas une fuite de quelque chose? Parce que vous vous plongez, et en général, les récits que vous aimez sont englobant l'univers que vous créez avec votre amie Françoise Kuyten, ce sont des univers un peu clos, englobants comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une part de fuite dans tout ça? C'est Henri Laborie qui avait écrit Éloge de la Ouais. fuite. Donc après tout, la Ouais. fuite, pourquoi pas? Mais je ne crois pas que la lecture soit une fuite. Je ne crois pas que le cinéma, la bande dessinée soient des fuites. Je crois que c'est un prolongement du réel. Je crois que ça rend le monde plus riche. J'ai quelquefois le sentiment que la fiction est une des choses qui dote notre monde de sens. Pour beaucoup d'entre nous, il n'y a plus la foi religieuse. Pour certains, c'est très important, mais pour beaucoup d'entre nous, oui. il n'y a pas cet élément-là. Et au fond, l'art, la fiction, le récit sont peut-être des façons de prolonger le réel, de le rendre plus riche, de le rendre plus beau, de vivre plusieurs vies à la fois, de nous arracher à du quotidien. Pas de Et je s'en crois- détourner? je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, bien sûr, on peut, pour tout domaine, on peut avoir, comme on dit, des otaku complètement absorbés, enfermés, etc. Il y a beaucoup de caricatures là-dessus. Mais en réalité, passer quelques phases ou quelques cas un peu pathologiques, je crois que les gens qui sont des grands amateurs de fiction, des grands lecteurs, des grands spectateurs de films, de télévision, etc., ne sont pas plus coupés du réel que les autres. Il faut aussi accepter ces dimensions d'imaginaire. Par exemple, nous nous promenons. Quand nous nous promenons, nous pouvons être dans la rêverie.
en même temps. Cette rêverie nous sort de l'endroit où nous sommes, nous emmène dans notre mémoire ou ailleurs dans l'espace. On développe comme ça une petite fiction intérieure. Ouais. Mais elle ne nous empêche pas d'être pleinement dans le lieu où nous sommes en train de nous promener. Je crois qu'il y a par exemple une vertu de la solitude de ce point de vue-là qui pousse à la rêverie, à la mémoire, etc. et qui enrichit notre monde, qui ne le referme pas. Qu'est-ce que vous avez gardé de vos années en contact avec des professeurs éminents comme Roland Barthes, par exemple, qui vous a donné des cours, je crois, de sciences sociales, hein, si je ne m'abuse. Non, de sciences... Roland Barthes, c'était surtout l'ouverture, Oui. et c'était un centre d'études transdisciplinaire. La sémiologie était son terrain privilégié, mais moi j'ai travaillé avec lui sur Hergé, sur les bijoux de la Castafiore, qui était mon travail de fin d'études, et j'ai surtout appris une manière peut-être de regarder le monde, une manière active de regarder le monde, de le décoder. Barthes est l'auteur de ce livre extraordinaire qui s'appelle Mythologie et qui s'intéressait à toutes sortes de réalités quotidiennes, le Tour de France par exemple. Mais c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que c'est justement ce rapport à la réalité sur lequel il a travaillé. Mais oui, je l'ai finalement trop peu connu parce qu'il est mort quand j'étais très jeune, je n'étais son étudiant que depuis 2 ans, le travail que je préparais sous sa direction n'était pas terminé, et au fond j'ai l'impression qu'il y a une immense influence qu'il a eue sur moi, presque a posteriori. Bien sûr, j'ai continué à le lire, je me suis souvenu de lui. Et comme je crois beaucoup de professeurs qui nous marquent, eh bien, quelquefois, ce sont des effets d'après-coup. Une phrase qui a été dite à un moment donné, dont vous n'aviez saisi qu'une partie, vous revient et vous éclaire, parce que ce que vous avez fait entre-temps lui donne une résonance nouvelle. Et donc, c'est une des grandes chances de ma vie que de l'avoir rencontré. Je pense aussi à quelqu'un qui a eu une énorme influence sur moi, c'est Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit, qui a édité mon premier roman quand j'avais 20 ans, qui me parlait... Claude Simon, Omnibus, qui parlait de Claude Simon, justement. Oui. Il me parlait du livre, il me parlait de ce que c'était que l'édition, etc. Il a pris des heures pour parler avec le jeune homme que j'étais. On aurait pu dire qu'il perdait son temps. Il faut qu'on se rende compte. Vous êtes à Paris, vous êtes né en 56, hein, donc vous avez 20 ans plus ou moins au moment d'Omnibus. Oui, j'avais passé mon enfance en Belgique, puis j'étais venu faire mes études à Paris, des études de philo, mais je ne les ai pas faites très sérieusement parce que j'ai écrit 2 petits romans, dont ce livre qui a été publié. Mais il faut une part de culot quand même, permettez-moi. Hein, mais pour écrire un bouquin sur Claude Simon à 20 ans à Paris, Claude Simon, c'était quand même un mythe, non? Oui, et le publier chez son propre éditeur. En plus, oui, puisque les éditions de Minuit, c'était l'éditeur du Nouveau Roman, de Beckett, de tas de grands penseurs, que vous allez retrouver. Voilà, donc effectivement, oui, j'avais sans doute un petit peu de culot, comme j'ai eu du culot quand je suis allé trouver Hergé pour la première fois, etc. Quand j'ai écrit à Barthes pour lui dire je voudrais suivre votre séminaire, qui était très fermé, très restreint, c'était un tout petit groupe. Oui, j'avais ce culot, et j'ai eu la chance aussi d'avoir des gens qui étaient accueillant, qui était ouvert. Et comme je vous le disais, par exemple, Lindon passait des heures à parler avec le jeune homme que j'étais, gamin, on peut dire, par certains côtés. Mais finalement, ce temps n'a pas été perdu parce que beaucoup de choses qu'il m'a dites me sont restées si profondément qu'aujourd'hui, quand je donne un petit cours sur l'édition, par exemple, eh bien, je prolonge certaines choses qu'il m'a dites il y a tant d'années dans ce que je raconte à mes étudiants ou dans le travail concret que je fais en tant qu'éditeur. Et donc voilà, je crois beaucoup aux vertus de la transmission, du gai savoir, de ces passerelles, de ces moments où on a l'air finalement de parler tout à fait librement et où des choses plus importantes se disent que dans un contexte officiel et académique. Ouais. Alors, on a parlé de la littérature, il y a quand même la bande dessinée qui est très présente dans votre vie encore maintenant. Et cette rencontre avec Hergé, je crois qu'il y a eu 2 rencontres. Il y en a une première qui a duré quoi, 2 heures comme ça. Il y a eu un peu plus de rencontres que ça. Il y a eu 2 longues interviews. Oui, 2 longues interviews. Voilà, c'est ça. une quand j'avais 20 ans. À cette époque, j'étais à Paris. On était venu en stop avec un ami. On devait avoir 1 heure d'interview. Et puis, le journaliste suivant s'est décommandé. Et on a eu toute l'après-midi avec Hergé. Donc, on a passé 3 heures avec lui. Il était très amusé par le fait qu'on ait fait le trajet tous les 2 en stop pour venir le voir. Il n'était pas facile, Hergé, hein, ceci dit. Ah, mais avec nous, il a été tellement gentil. Et alors, par contre, ce qui était très drôle, c'est qu'il fait l'interview en toute liberté, en toute spontanéité, qui paraissait dans la revue Minuit, donc la revue des éditions de Minuit, une petite revue littéraire où c'était pas du tout le style. Et alors, il m'a poursuivi pendant les jours suivants pour pouvoir relire et modifier plein de petits détails dans l'interview. Donc, lui qui était au sommet de sa gloire, et c'était quand même une petite revue, qui avait une certaine aura littéraire, mais c'était une petite revue, il voulait absolument pour la voir. Et aujourd'hui, quand on me fait une interview écrite, moi-même, ça me prend j'ai les mêmes réflexes, le même perfectionnisme, l'envie que les mots soient les miens. Voilà, c'était une très très belle rencontre. Et puis j'ai réalisé aussi la dernière interview de lui, quelques semaines avant sa mort, pour le livre Le Monde d'Hergé, qui est paru en 83. Et là, c'était plus le même homme. C'est-à-dire que le Hergé de 1977
il venait d'avoir... C'était la gloire, quoi. Non, il allait avoir 70 ans, mais il était... C'était un mythe. Oui, mais c'était surtout un homme qui me donnait un sentiment de grande jeunesse, de grande proximité, d'extrême curiosité. Et le Hergé que j'ai vu fin 82, c'était un grand vieillard avec un ton de gravité, de profondeur, et la tonalité de ces deux interviews est tout à fait différente. Et entre-temps, voilà, on avait eu l'occasion de se voir quelques fois, mais finalement, ce sont des moments privilégiés. Et là aussi, il y a des effets d'après-coup. En retravaillant sur Hergé, notamment en écrivant la biographie Hergé, fils de Tintin, je relis les interviews que j'avais réalisées, et des phrases que je n'avais prises finalement qu'à la légère, je les voyais résonner dans toute leur force. Je vais vous donner un exemple simple. Différemment, oui. Je pose à un moment une question à Hergé sur sa mère, en disant « Mais vous parlez peu de votre père, mais encore moins de votre mère, vous n'en dites jamais rien. » Et il me répond « Oui, j'ai l'impression de l'avoir somme toute très peu connue. » Ce qui est une chose étrange pour parler de sa propre mère. Et des années après, je découvre le gouffre qu'il y a pour Hergé du côté de sa mère, qui est morte folle, qui avait des accès mélancoliques pendant toute l'enfance, etc. Et brusquement, j'entends cette phrase. J'ai l'impression de l'avoir finalement très peu connue. Il dit, dans beaucoup de familles, on vit côte à côte sans se connaître. C'est des choses, vous voyez, parfois très simples, mais qui ont des effets forts. Et donc, le Hergé que j'ai connu, ce n'est pas simplement les moments que j'ai passés avec lui, c'est aussi les moments que j'ai passés avec tous ses proches, les moments que j'ai passés à lire ses carnets, ses correspondances, et qui font que j'ai quelquefois presque l'envie de bondir quand je le vois justement attaqué, presque comme si c'était mon grand-père. Il y a une forme de proximité. Et quand j'écris de la biographie, j'ai toujours le sentiment que c'est un acte d'amitié. Un acte intime même, je dirais. Vous le dites d'ailleurs dans votre biographie de Derrida, vous dites dans la préface, si je ne m'abuse, ça a pris beaucoup de temps aussi de faire cette biographie. Vous êtes plongé à corps perdu, si je puis dire, et vous dites c'est presque un acte intime. Oui, c'est un vivre. C'est un vivre ensemble, même si la personne a disparu, parce que je crois qu'une biographie, une vraie biographie, ça s'écrit quand la personne a disparu. Mais on entre. Pourquoi Parce qu'une vie prend vraiment son sens quand elle s'est arrêtée. Que jusqu'au dernier jour. Oui, je crois. Et en plus, vous êtes aussi libéré d'un certain nombre de mises en scène ou d'obligations de prudence qu'il y a du vivant d'une personne. Chacun de nous se met en scène d'une certaine façon. Même, ça ne veut pas dire qu'il ment. Il privilégie certains aspects de sa vie, on passe sous silence d'autres choses. Comme on le fait maintenant. Voilà. Après la disparition de quelqu'un, on plonge dans ses papiers, la parole des témoins se libère, on entre dans un autre regard. Mais je trouve qu'il faut le faire avec un certain respect. Le droit qu'on a tout d'un coup de découvrir tous les aspects d'une personne, ou presque tous les aspects, toutes les traces qui ont été laissées, mais pas seulement les traces écrites, aussi les traces de souvenirs des uns et des autres, etc. Si on le fait de manière brutale, je trouve que c'est un petit peu comme un procès sans avocat. Voilà, on serait là pour profiter d'un avantage trop facile sur l'autre. Et je me dis, chaque fois que j'écris une biographie, au fond, je n'aimerais pas être jugé plus durement que je ne juge les autres. Donc je pense que ce respect doit se communiquer dans les deux sens. Est-ce que vous êtes maintenant, après plusieurs biographies, ce qu'on appelle un biographe recherché, demandé? Les maisons d'édition viennent vous trouver en disant « Dis donc Benoît, on aimerait bien que tu nous fasses la bio de telle ou telle personne », parce que ça existe, il y en a. C'est pas mon cas. Je suis pas un scénariste de bande dessinée professionnel, je suis pas un biographe professionnel. Toujours pas de tiroir. Non, il faut que j'entre dans un projet. Par exemple, donc pour la biographie de Derrida, j'ai passé 3 ans, mais 3 ans vraiment absorbés dans ce projet. Eh bien, si je n'avais pas eu une vraie passion pour ce philosophe, qui était aussi quelqu'un que j'avais connu, qui est quelqu'un que j'avais toujours lu, je n'aurais pas passé 3 ans dans cette immersion-là. Il faut donc une vraie rencontre. La commande, comment dire ça? La commande, il faut que ce soit une rencontre. Parfois, quelqu'un pousse sur le bon bouton et réveille chez vous un désir qui était là et qui était un peu enfoui. Ça a été le cas d'une certaine façon pour Derrida. Mais si c'est une pure commande, si c'est quelque chose de tout à fait extérieur, ça me ferait un petit peu peur. Au fond, j'ai parfois l'impression de ne travailler qu'en collaboration. Quand je travaille avec François Skeuten pour un album, c'est une vraie collaboration. Ce n'est pas moi qui écris une histoire que lui illustrerait. C'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble. Mais une biographie, finalement, c'est une forme de collaboration. Simplement, l'autre est un peu plus loin, un peu plus séparé de vous. Vous n'êtes jamais seul. C'est vrai. Et quand j'édite, quand j'enseigne, je suis encore moins. Oui, encore et moins même seul. avec les photos de Marie-Françoise Plissard, par exemple, c'est aussi une collaboration. Vous écrivez sur des photos. Il y a toujours quelque part un dialogue, non? Je suis d'une certaine façon un écrivain incomplet.
Parce qu'un Ouais. un écrivain, je ne sais pas, pensons à Modiano par exemple, Ouais. c'est quelqu'un qu'on imagine travailler avant tout dans la Sous sa lampe, solitude, ouais, ouais. voilà, creuser son propre univers, revenir en permanence sur sa propre fantasmatique. Moi, c'est quelque chose qui ne me conviendrait pas, ce qui ne veut pas dire que je n'admire pas ceux qui le font. Mais ce n'est pas mon Vous ne tempérament. J'ai un regrettez pas tempérament ça? plus ouvert sur le Ouais, monde, ouais. plus changeant, je me lasse assez vite des choses et j'aime être relancé. En même temps, ne le prenez pas mal, mais vous ne vous dites pas parfois, tiens, il n'y a pas le grand livre de Benoît Peeters, le grand roman, par exemple, Oui, oui, que c'est j'aurais pu vrai, vous faire? avez raison. Non, je... Peut-être que l'âge venant, ça m'arrivera, mais je n'y crois pas trop. Je crois qu'on fait chacun ce qu'on est appelé à faire et qui ne dépend pas vraiment de nous, que la volonté n'est qu'un élément. Si je me forçais à être un romancier reclus, Ouais, concentré en permanence, je ne deviendrais pas Marcel Proust pour autant. Voilà, lui, il était comme ça, ouais. avec son génie, mais aussi avec son tempérament, avec la maladie qui l'isolait du monde, etc. Moi, je suis plutôt un être de rencontre, de socialité. Par exemple, quand j'édite un livre, je travaille avec un auteur qui a un imaginaire autre que le mien, qui a une pensée autre que la mienne. Mais ça me fait un plaisir immense. J'ai l'impression que c'est une rencontre très riche, souvent une rencontre plus riche que celle que je peux avoir simplement en allant prendre Ouais. un verre avec un vieil ami, etc. Là, on travaille sur un objet commun, j'aide quelqu'un à aller vers quelque chose qu'il a en lui, mais en même temps, je reçois de lui quelque chose. Et voilà, ça me plaît profondément. Le talent des autres est une chose qui m'enchante. Ce n'est pas le cas de tous les créateurs. Il y a des créateurs qui sont absorbés par leur propre univers et je dirais presque un peu agacés par l'univers des autres. Moi, je n'ai pas ce tempérament-là. Peut-être voilà, peut-être que c'est ma limite, peut-être que c'est ma chance. En tout cas, c'est comme ça et je Ouais. ne lutte pas contre ce que je suis. Trop d'années sont passées et je pense qu'il vaut mieux Continuez comme ça. tenter de s'accepter, c'est-à-dire s'accepter avec ce qu'on sait faire, Ouais. ce qu'on sait bien faire et ce qu'on ne sait pas faire, même si on aurait aimé. J'aurais aimé écrire des histoires, par exemple, aussi drôles et aussi universelles que les aventures de Tintin, mais curieusement, je peux avoir de l'humour dans la vie, mais quand j'écris, je suis un peu sérieux. Même les scénarios, je Hmm. suis un peu sérieux. Bon ben voilà, François me dit quelquefois, tu aurais rêvé d'écrire quelque chose comme Tata, et finalement ce qu'on fait dans les cités obscures est plus proche de Black et Mortimer. C'est pas mal aussi, Black et Mortimer, c'est une belle lignée aussi. Je crois qu'on a souvent pour chacun de nous, et pas seulement dans ce qu'on fait, mais dans ce qu'on est, une représentation de nous-mêmes, au fond un idéal du moi un petit peu différent de ce qu'on est capable d'être. Et si ces deux images sont trop disjointes, elles Hmm. peuvent nous rendre malheureux. Mhm. Avec le goût du risque, ce sera ma dernière question par rapport à la maison d'édition. Vous lancez une maison d'édition Les Impressions Nouvelles, je ne sais pas si on l'a cité, à Bruxelles, en Belgique, dans un monde où l'édition, en tout cas du côté francophone, on le sait, de fiction est difficile. Vous mesurez ce risque, j'imagine. C'est aussi, voilà, c'est un défi aussi pour vous Je le mesure jour après jour et au en quotidien. Ouais. l'espoir de durer, parce que c'est vrai que c'est un acte un petit peu militant, je le fais pour tout sauf pour gagner ma vie, mais je le fais peut-être pour rendre quelque chose de ce que j'ai reçu, peut-être aussi parce que j'ai l'impression que les territoires d'audace dans le monde du livre se réduisent et donc que c'est nécessaire. Et chaque fois qu'un beau livre sort, je me dis, c'est toujours ça de gagner. Donc ce n'est pas un projet d'entreprise, c'est vraiment un projet lié à des auteurs et des œuvres que j'aime. Et chaque fois qu'un bel objet peut sortir ou qu'un auteur fait un pas, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu utile. Ouais, Voilà. avec Mathieu Lindon dans la mémoire, j'ai l'impression, non? Oh bah oui, parce que les éditions de minuit, Lindon, ça reste des figures clés, mais bien sûr c'était un autre temps, c'était un temps par certains côtés enchanté, où des livres difficiles pouvaient assez facilement trouver leur public, mais je crois qu'à chaque génération, à chaque étape, il y a des choses utiles à faire. Je ne rêve pas forcément d'immenses succès, j'espère tenir et continuer à faire Ouais. émerger de belles choses et rester porteur d'une certaine joie. Parce que s'il y a une notion qui me fait horreur et qui, avec les années, gagne certaine personnalité, une notion qui me fait horreur, c'est l'amertume. Ouais. J'ai eu de la chance toute ma vie, j'ai essayé d'en rendre un peu et j'espère que je mourrai sans amertume, quoi qu'il m'arrive. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Benoît Peters, merci.